Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1, bien évidemment, c'est sur motorstv.com et c'est aujourd'hui une émission de rentrée, on va dire, avec le Grand Prix de Belgique au menu et avec surtout Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver également. Voilà, donc les vacances sont terminées, on est d'accord. Il paraît. Oui. Pour tout le monde. Voilà, la F1 notamment, les C'était pilotes, les équipes, ils ont repris. Ouais. On s'était quand même quitté avec un formidable Grand Prix de Hongrie. Ah, remarquable. On peut y revenir en une Oui, minute. oui. Écoute, je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux compte tenu du circuit. En plus, on sait qu'en Hongrie, traditionnellement, c'est un petit peu le défilé. Normalement, celui qui est premier reste premier, etc. Et bien là, on a eu un scénario à sensation. On a eu une victoire formidable de Vettel, une victoire très émouvante de Vettel, qu'il n'a pas hésité d'ailleurs dans le tour de décélération à dédier à Jules Bianchi. Cette victoire est pour toi. Exactement. Très beau mot, Exactement. en français. Exactement, avec beaucoup d'émotion. Donc ça a touché tout le monde. Ensuite, encadré par Kvyat, qui symbolise quelque part la nouvelle génération. Ricardo qui revient un petit peu aux affaires. Qui nous a fait des tentatives de dépassement les deux dominateurs de chez Mercedes qui se prennent les pieds dans le tapis. Bon, voilà, c'est l'histoire résumée en 2 mots. Donc oui, c'est vrai qu'on est parti en vacances, effectivement, avec, on va le dire, quelques espoirs qu'à la rentrée, ce soit légèrement différent. Bon, alors on va tout de suite rappeler qu'évidemment, vous le savez, c'est bien les Mercedes qui ont remis quelques pendules à l'heure. Et c'est donc, là encore, Hamilton qui a devancé Rosberg. On va aussi parler de Vettel, de Romain Grosjean, bien sûr, qui monte sur le podium. Bon, on est quand même loin, Jean-Luc, c'est ma question, la première question que je voulais te poser. On est loin de la situation de l'an dernier. Souviens-toi, ce Grand Prix de Belgique avait un peu défrayé la chronique. C'était accroché, ça avait été le symbole de l'opposition Hamilton-Rosberg. 1 an plus tard, j'ai envie de dire, il n'y a plus vraiment d'opposition. Alors écoute, effectivement, non, mais dans cette manœuvre, il y avait d'abord de la maladresse de la part de Rosberg. J'y reviens d'un mot, parce que juste pour resituer, mais vous pouvez toujours visionner, c'est l'avantage. Effectivement, le débriefing de l'an dernier. Donc Rosberg avait commis une erreur, mais au lieu de humblement de la reconnaître et de s'excuser, eh bien non, il avait quelque part fait un peu de bravade pour montrer que finalement, c'était peut-être fait exprès pour montrer à Hamilton qu'il était là, ce qui était lamentable à tout niveau, humainement, sportivement, etc. Bien, à partir de là, il s'était fait tellement taper sur les doigts qu'il avait été un ton en dessous. Eh bien là, ça n'est pas le cas. Pour moi, et on l'a dit assez tôt dans la saison, malheureusement, Rosberg, j'allais dire, ne tient pas les promesses qu'il avait laissées entrevoir l'an dernier, c'est-à-dire que ça n'est pas, non, malheureusement, un compétiteur, hormis dans certains cas, parce qu'il est capable de faire une qualif, celle de l'Espagne, où il avait devancé Hamilton, sinon Hamilton est indubitablement beaucoup plus rapide que lui sur un tour. Et puis, il faut reconnaître, le classement est là pour en attester, que sur l'ensemble d'un Grand Prix également, Hamilton est devant. Donc, Rosberg, c'est un bon second. Et je crains malheureusement qu'il ne soit petit à petit en train de se résigner à ce rôle de second. Et c'est bien dommage pour l'intérêt du championnat, évidemment. 6e victoire cette année pour Hamilton, 28 points d'écart au championnat maintenant, soit plus qu'une victoire, on le sait. Ça ne fait que confirmer ce que tu dis. Il y a une très clairement. Et on sent pas le rebond, on sent pas la révolte, vraiment, on sent pas. Alors elle y est peut-être, mais là aussi il rate son départ lamentablement à Spa, alors que Hamilton parvient à s'envoler, même si, on va y venir, il y a un Pérez flamboyant qui nous fait un premier tour et même un début de course extraordinaire. Mais alors ces départs, tiens, je saisis la balle au bon. Je croyais qu'il y avait donc des nouvelles procédures, que ça allait tout remettre en question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire? Écoute, déjà, j'en pense que moi, plus on donne de responsabilités aux pilotes, mieux on se porte. Là aussi, c'est une hérésie et c'est un signe des temps qu'on en soit à rendre aux pilotes un peu de leur part de responsabilité. Mais bon sang, je le dis et je le redis ici plus que jamais, avec force, rendons-leur la totale responsabilité du Grand Prix, avec la capacité de gérer par eux-mêmes, à cause d'informations, ou grâce plutôt à des informations qu'on leur communiquerait, les pneumatiques, le carburant et bien évidemment les départs. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de points d'attaque de l'embrayage tellement complexe que personne n'y comprend rien, à part des ingénieurs. Mais je le répète une nouvelle fois, j'ai infiniment de respect pour les ingénieurs en général et pour ceux de la Formule 1 en particulier, mais on s'en fout. Le succès de la Formule 1, il ne vient pas des bagarres d'ingénieurs, il vient des bagarres de pilotes sur la piste. On a besoin d'admirer ces types-là. Or là, quand on... Alors bon, Rosberg s'est loupé, je ne pense pas que ce soit à cause ou grâce à la modification, là aussi, de la réglementation. Il s'est loupé, point final, il a pris un mauvais départ, et d'autres ont pris un excellent départ, voilà. Mais tout ça est lamentable, il faut simplifier tout ça, il faut clarifier tout ça, il faut supprimer toute aide au pilotage, il faut supprimer la radio, il faut revenir au sport automobile. Mais oui, mais ce qui fait sa saveur même et ce qui fait son plaisir. Et moi, je peux te dire que dans ce cas-là, on va s'enthousiasmer beaucoup plus souvent et on ne demande que ça encore une fois. Retour aux fondamentaux, quoi. Oui. Bon. Alors, cette bagarre de fin de course, il y aurait pu y en avoir une grande, c'était celle de Grosjean face à Vettel. Et ça nous amène ce thème
de Vettel plus que de Grosjean finalement, avec ce pneu qui explose et un Vettel qui n'a pas eu de mot assez dur à la fin du Grand Prix pour taper sur Pirelli. Oui. Alors, bon, reprenons les choses dans l'ordre. La stratégie a un arrêt de Vettel. Toi, sur le moment, tu commentais évidemment pour RMC, t'a-t-elle surpris ? Oui, elle m'a surpris, parce que je l'ai senti risqué quand même. C'était vraiment... D'ailleurs, il y a eu une évolution. Vettel lui-même, à un moment, pendant le Grand Prix, dit « Est-ce que je m'arrête ? Est-ce qu'on change de stratégie ?» Donc, il sent bien que ses pneumatiques sont en train de partir, et il sent bien que peut-être il va avoir de plus en plus de mal à résister au retour de Grosjean. Et il a beaucoup de métiers, Vettel. Quand même, quadruple champion du monde de rang, faut-il le rappeler. Donc, et excellent pilote, je suis désolé, encore une fois, sous-coté probablement, pour d'autres raisons que des raisons de pilotage. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pilotage et le sport, et pour moi, Vettel est un des tout meilleurs et de très loin. Donc là, eh bien, lui, il sent qu'il y a un problème. On lui dit, bah non, finalement, on va rester là-dessus. Puis à partir du moment où, effectivement, Grosjean est en train de revenir trop près, c'est trop tard. Il y a un créneau, là aussi, où on bascule sur la stratégie normale, entre guillemets, à 2 arrêts, ou bien on reste sur un arrêt. Alors oui, ça m'a surpris, c'était risqué. Malheureusement, la suite a démontré à quel point ça l'était. Et comme le dit Vettel lui-même, qui n'a pas eu de mots assez durs par rapport à Pirelli, après l'explosion, faut-il le rappeler, du pneu de Nico Rosberg, où là aussi, à plus de 300 km/h, ça fait quand même 2 en un week-end. Alors Pirelli a beau nous dire, je suis désolé, je les respecte aussi, mais oui, pour Rosberg, c'était un élément extérieur qui a entaillé le pneu. Moi, je veux bien, vu l'état du pneu, qui peut le dire, qui peut le savoir, passons. Et puis là, pour Vettel, on dit, on avait dit en 2013 qu'il fallait limiter l'utilisation de ces pneumatiques, c'est-à-dire du choix premium à au maximum 50% du Grand Prix. Là, on l'a dépassé, bien sûr, puisqu'il a changé au 14e tour, tu l'as rappelé, et il y a eu 43 tours de course. Donc, effectivement, c'était beaucoup plus. Et limité à 30% pour les pneumatiques. Bon, tout ça, c'est pareil, c'est tellement compliqué. Enfin, il y a eu 2, malheureusement, failles graves chez Pirelli ce week-end. On peut les masquer ou les occulter comme on veut. Heureusement, les 2 pilotes, dans les 2 cas, s'en sont sortis indemnes. En tout cas, ça nous a pourri la fin de la course, parce que moi, j'aurais aimé voir cette bagarre pour les 2 tours qui manquaient entre Vettel et Grosjean. Voilà. On sent aussi une frayeur rétrospective de Vettel, qui se dit, si j'explose au raidillon, ça change la donne. Là, il le dit, c'est très grave. Là, c'est extrêmement grave. Là, il est en ligne droite, etc. Il parvient à conserver la maîtrise de sa monoplace, mais en plein appui là-haut, et eux, ils savent ce que ça veut dire, aux alentours de 300 km/h, il s'envole et je ne sais pas où il termine. Bon, donc, alors, effectivement. A-t-il raison quand même, Jean-Luc, de dire c'est inacceptable ? Un pilote peut-il dire ça ? Doit-il accuser à ce point-là un manufacturier qui est celui de la Formule 1 ? Écoute, moi je fais confiance aux pilotes, toujours, parce qu'eux sont dans la voiture. Quand Rosberg dit ça, après les essais, et puis ne se contente pas de ces explications oiseuses, je suis navré, de Pirelli. Quand, dans le même week-end, le lendemain ou le surlendemain, Vettel dit la même chose, moi je suis désolé, mais j'ai tendance à croire les pilotes, ces pneumatiques ne sont pas adaptés. Alors, je suis désolé, là aussi, et je vais remettre Pirelli, là je vais les dédouaner un petit peu, c'est, on dirait, la contrainte ou ce qui découle du fait d'avoir une hégémonie. Quand tu n'as pas de bagarre de pneumatiques, eh bien, on ne parle pas quasiment jamais des pneus, c'est pas facile de communiquer sur des ronds en caoutchouc noir aux 4 coins quand il se passe rien. Alors après, on joue sur la performance, la longévité. Bon, on a bien compris que la stratégie, elle se dégage tellement clairement pour tout le monde qu'à part tenter un coup de folie parce qu'on est mal placé sur la grille, il se passera rien. On sait très bien où on va et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc là, malheureusement, quand il y a un problème, là, on parle des pneumatiques et on en parle en mal. Voilà, c'est la résultante du fait d'avoir effectivement une position hégémonique et de ne pas avoir de bagarre. Donc, il faut l'accepter. Quand on signe, c'est pour le bon. Évidemment, Pirelli aligne les victoires en Grand Prix, et pour cause, comme Bridgestone les alignait en son temps au Goodyear, etc. En tout cas, maintenant, malheureusement, il faut en accepter les inconvénients, et celui-là, il est lourd, je comprends. Bon, cela étant, on en a aussi parlé durant ce week-end, durant ce Grand Prix des pneus, parce que chez Williams, là j'enchaîne, on a confondu, et on a 3 pneus médium ou tendre, je ne sais plus dans quel ordre, et puis un qui est l'intrus. Bon, alors ça... Je suis un peu gêné pour en parler, parce que j'ai tellement de respect pour Frank Williams et pour Claire Williams et pour toute leur équipe, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Comment on a pu lamentablement se louper à ce point-là. Bon, ça ferait rigoler, je vais être méchant si c'était une petite équipe de fond de grille, mais là, Williams, dans les meilleures équipes et les plus expérimentées du championnat du monde de Formule 1, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un mécano qui s'est loupé gravement, apparemment, il n'a pas vérifié effectivement sur la couverture chauffante. Il faut dire que les pneus, pareil, on ne les voit pas. Il y a un truc marqué dessus. Est-ce qu'il y a eu une erreur de marquage ? Bon, peu importe. En tout cas, il y a eu sanction pour Bottas et ça, c'est beaucoup moins drôle. C'est pas très pro, effectivement. Alors, venons-en à ce podium de Romain Grosjean. Dans un week-end si particulier, puisqu'on arrive en Belgique, on apprend que Lotus est menacé, de Sizi, que Charles Pic intente une action en justice. Bon, l'ambiance, je vous dis pas.
Et au final, ça se termine par le meilleur résultat de l'année. Alors, comment tu as vécu, toi, un petit peu cet enchaînement des événements? Très très belle réaction de Romain, qui positive depuis, il le dit d'ailleurs, il fait appel à une psychologue depuis justement les problèmes qu'il avait rencontrés ici même il y a 3 ans, au moment du départ, après le terrible carambolage qui avait failli coûter très très cher à Fernando Alonso. On rappelle quand même que la roue de Grosjean, elle était passée à quelques centimètres du casque. On a frôlé le drame absolu. Et puis après, il était un peu mis au banc par ses pairs eux-mêmes, qu'il avait ostracisé, il avait eu une course de suspension, etc. Donc bref, Romain a surmonté tout ça. Et là, il a réagi, je dois dire, en champion. Il a réagi en grand pilote, parce que dans l'adversité, un grand pilote, c'est ça. C'est quelqu'un qui trouve les ressources pour aller chercher le maximum. Bon, il a été servi par les événements, mais ça, quand on va pas refaire toutes les courses. Il a fallu que Ricciardo casse, il a fallu que Vettel explose les pneus, il a fallu que Williams se loupe. Ça fait 3 éléments. Encore faut-il être là pour recueillir. Et puis, attends, il a mené un très beau combat, il a mené une montée. C'est formidable. Moi, je suis ravi pour lui et pour l'équipe Lotus, évidemment. Voilà, donc très beau podium de Romain Grosjean, son premier de la saison. Oui. Le 9e, son je crois, premier de sa carrière. depuis le Grand Prix des États-Unis 2013, depuis 1 an et demi. Voilà, où à l'époque, il était vraiment la force un peu rivale de Vettel qui enchaînait les victoires. Bon, même s'il faut rappeler que Raikkonen, lui, avait remporté des victoires pendant cette saison-là. C'est ça, tout à fait. Bon, sinon, dans les mentions bien, voire très bien, moi je dis Kvyat 4e qui confirme qu'il est solide maintenant. Écoute, après le podium, après la 2e place effectivement de la Hongrie, on y faisait référence tout à l'heure, écoute, ce jeune garçon de 20 ans, effectivement, en dehors de la monoplace, c'est vrai qu'il ne ressemble pas à grand-chose, on va le dire crûment, mais bon, peu importe, là aussi, on va pas dire l'inverse de ce que je disais il y a un instant. Quand il est dans le baquet, il envoie du lourd, et ça, c'est plutôt réjouissant. Voilà. Pérez, tu en as parlé tout à l'heure, meilleur qualif dans sa carrière, je crois, et qui fait 5 à l'arrivée, solide, chez Force India, on est bien content de l'avoir. Début de course formidable, là c'est pareil, et devant un Hülkenberg qui a la même voiture de Hülkenberg dont on a dit tout le bien qu'on pensait, il faut reconnaître que Pérez est en train de se retrouver. Est-ce que c'est l'approche du Grand Prix du Mexique? Je ne sais pas. Bon. Petite question sur Raikkonen, mais pas par rapport à sa prestation d'hier, par rapport au fait qu'il a re-signé donc chez Ferrari pour 2016. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu espérais autre chose? D'ailleurs, je pose la question franchement, quel est ton avis? Tu m'échappes, là, Bon, je vais répondre aux 2 questions. Alors la première, oui, j'espérais autre chose, je dois être clair, parce que ça n'est pas une solution d'avenir, c'est une solution de stabilité. On sait très bien que Sébastien Vettel s'entend très bien avec Raikkonen, et pour cause, il le domine, je vais être cynique outrageusement, donc il ne risque rien de Raikkonen, voilà. Donc Vettel, en plus, humainement, ils s'entendent bien, mais on sait très bien que ça passe au second plan. Mais Vettel, il est tranquille, il a pris la mesure de Raikko, il sait très bien qu'il n'y a aucun risque avec Raikko à ses côtés. Donc, ok. Bon, même si de temps en temps, Raikko, et notamment à Spa, il est rapide, mais bon, voilà, c'est comme ça. Si un Bottas était arrivé, c'est sûr que là, avec un Bottas qui avait... c'était pour bouffer sûr. du Vettel. Bon, là, c'est pas le cas, puisque effectivement, Raikko continue une saison, mais ce sera une saison. On sait très bien que ça va s'arrêter. C'est plutôt une solution du passé que de l'avenir. Bon, voilà, c'est un peu cruel. Maintenant, d'un autre côté, j'aime bien Raikkonen pour toutes les raisons. C'est un personnage atypique, c'est un farouche combattant quand il en a les armes. Il peut être capable effectivement de donner une réplique. Bon, on a choisi la stabilité chez Ferrari. Non, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à ce qu'on confirme au niveau de Monza. On a préféré anticiper un petit peu. Il faut dire qu'il y avait une option jusqu'au 31 août et que c'est donc Ferrari qui a levé cette option. Donc, et c'est pas Raikkonen qui a accepté de signer. Ferrari a dit OK, on te garde. Voilà. D'accord. Ok. Et puis dans le classement, je voulais te rappeler que Verstappen a terminé 8 et que c'est solide aussi. C'est du bon boulot, c'est du bon travail. Il a du talent, ce petit Max Verstappen. Là aussi, je te dis, je ne vais pas le regretter, mais je trouve, encore une fois, moi j'ai besoin d'admirer des héros en Formule 1. Et j'allais dire, il y en a, j'ai un petit peu de mal à les considérer comme des héros. Ce sont de très bons pilotes, mais j'ai un petit peu de mal par rapport à ce que moi j'ai connu. Oui, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, il fait le boulot très bien. Et puis je te pose la traditionnelle question sur McLaren, parce que c'est une année de yo-yo, où il y a des espoirs avec des places d'honneur qui sont signées par-ci par-là. Mais alors hier, ça a été catastrophique. Tout le week-end, je dirais. Tu as vu qu'ils ont battu leur record de pénalité de place. Non, mais alors là, un mot, puisque si tu t'en as perdu, tu as saisi au vol. Attends, 125 places de pénalité cumulées en un seul Grand Prix. Mais le ridicule, il n'est pas atteint, il est dépassé depuis longtemps, il est enfoncé. Ce règlement est grotesque et lamentable. Et Romain Grosjean a été privé de 5 places après une très belle qualif, 4e temps, parce qu'il a changé de boîte de vitesse. Et alors, c'est de sa faute à lui, si la boîte a eu un problème. Donc, on le fait partir 9e. Bon, après, on ne sait plus où on en est. Raikkonen, pareil. Finalement, il a une pénalité, mais moins parce qu'il y en a d'autres qui en ont plus que lui. Enfin, 125 places de pénalité. Et on a décidé d'exploiter le règlement stupide chez McLaren Honda en disant, on change tout. Comme ça, on va en prendre plein la tête. On prend 105 places de pénalité à nous tout seuls, mais comme on ne pourra pas aller plus loin que le mur, il n'y a personne derrière. Bon, malheureusement, la perf, elle n'est pas là pour revenir à du sérieux.
Malgré les jetons, là aussi, de présence, j'allais dire, les jetons de développement, ben, Honda est toujours très loin du compte. Et je crains le pire sur un circuit uniquement de moteur, parce qu'encore Spa, il y a un peu autre chose. Oui. Mais alors, Monza, c'est que du moteur. Là, si t'as pas la cavalerie, t'es mal. Bah, je pense que là, McLaren va être encore plus mal. Peut-être on va même les voir devancés par Marussia. Ça peut arriver. Hein. Il n'y a plus que Marussia derrière McLaren. Hein. Donc là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On comprend quand même que là aussi, aux affirmations, aux déclarations, même si les pilotes restent très clean, c'est des professionnels tous les deux, ils en ont ras-le-bol. Et je pense que chez McLaren, ça ne peut pas durer comme ça très longtemps. Hein. Et par parenthèse, un mot aussi, le torchon a complètement brûlé maintenant entre Red Bull et Renault. J'allais te poser la question. Alors Renault, il n'y a pas d'infos là qui ont circulé. Il n'y a toujours pas de bruit. Je pense qu'ils sont en train d'évaluer exactement le montant de la dette, le montant des créances. Et là, on en découvre tous les jours. Tu parlais d'action en justice de la part et de Charles Pic et de... Bon, là, on sait que cette écurie Lotus, quoi qu'en dise son propriétaire, enfin là, on va arrêter d'écouter ce qu'il dit, ou d'y croire en tout cas. Donc c'est du n'importe quoi. Malheureusement, elle est financièrement aux abois. À quel point? Et Renault est en train, je pense, d'essayer d'évaluer réellement ce que ça va coûter et surtout de négocier auprès de Bernie Ecclestone, comme tu sais, ce statut qui serait admis. C'est ce qu'on dit en coulisses. D'équipe historique. Voilà, d'équipe historique avec 30 ou 40 millions de dollars à la clé par an, c'est quand même pas rien. Donc voilà, je crois que si les conditions sont réunies, Renault va signer, mais elles ne sont pas réunies pour le moment. On nous parle de septembre, il faut attendre encore un peu. Bon, c'est l'émission de rentrée, on avait beaucoup de choses à dire. Oui. C'est pas terminé parce qu'au moment même où nous allions débuter cet enregistrement, nous avons appris une triste nouvelle, la disparition de Guy Ligier. Donc Jean-Luc, effectivement, ce nom emblématique pour le sport automobile français, qui nous ramène aux années 70 pour l'équipe Ligier. Moi, je me souviendrai toujours de 79, ces deux premiers Grands Prix qu'on gagne. Guy Ligier n'est pas sur place, incroyable, le patron. Il regarde les Grands Prix à la télé. Et on peut penser que Jacques Laffite ou Patrick Depailler peuvent être champions du monde. Bon, moi, personnellement, c'est le souvenir que j'en ai. Toi écoute, c'était le symbole d'une époque. Je crois que Guy Ligier, effectivement, un personnage, j'allais dire, flamboyant dans tous les sens du terme, ancien rugbyman, lui-même pilote, qui a engagé ses voitures au Mans, dont l'histoire a été marquée, c'est pour ça qu'elle s'appelle JS, par la disparition de son ami Joe Schlesser, qui avait lui brûlé, on s'en rappelle, dans la Honda, malheureusement en magnésium, c'était au Grand Prix de Rouen, tu vois, si on évoque ça, et c'était en 68 de mémoire aussi. Donc effectivement, Guy Ligier, c'est toute une époque, c'est le symbole d'une époque, d'une équipe française, à l'époque flamboyante. Alors ok, on a enchaîné les saisons de transition aussi, parce que je le dis avec humour, Guy vient de nous quitter à 85 ans, après une belle vie, bien rempli. Je veux dire, c'est un personnage truculent, attachant. Et puis, on rappelle, le flambeau, il l'a transmis à Jacques Nicolet, qui, Jacques Nicolet, a repris ce nom de Ligier. Quelle prémonition, a sorti des châssis. Et puis, l'histoire est en marche, l'histoire continue. Et Ligier va continuer en sport automobile. Hommage à sa famille, à Philippe, son fils, à tous ses amis proches. Et oui, ça nous rappelle de grandes heures et de grandes et belles époques avec Jacques Laffite, évidemment. Et tu en parlais aussi avec Patrick Depailler, etc. Voilà. C'était des grandes heures. C'est vrai que la F1 des années 70 et 80, c'était quand même quelque chose. Et puis, allez, tiens, on est entre nous. Je vais vous confier. Après les qualifs, je peux vous dire que à l'époque, c'était pas les briefings d'ingénieurs. Il y avait rendez-vous sous la tente Ligier, où il y avait pastis ouvert, faut le dire carrément. Mais je sais bien, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et là, il y avait une ambiance qui, vous l'imaginez bien, avec l'enflammation du moment. Et puis avec les déclarations, je peux vous dire que c'était chaud. C'est des moments de bravoure extraordinaires. Et tout le monde finissait un peu, vous voyez, dans l'après-midi, très chaude et un peu finissante. Mais Guy était là. Allez, mon copain, je t'en sers un coup. Voilà, c'est Guy Ligier, c'est ça, dans le bon sens du terme. Et puis, un sportif dans toute l'acception du terme. Bon, voilà. Écoute, ce sont des mots bien sympas. Merci Jean-Luc. Donc, prochaine étape, Monza, circuit emblématique, toujours au calendrier. Oh là là. Et croisons les doigts pour que ça dure, parce que c'est pas évident. Il y a toujours des menaces. Ecclestone vient de le rappeler encore. Je crois que là, je vais pas être méchant, mais il va falloir faire quelque chose. Parce qu'après la perte de la France, la perte de l'Allemagne, la perte présupposée de la Belgique, parce que c'était à deux doigts, et Monza, alors on va arriver à un carnage si ça continue. Bon, allez, on en discutera ensemble donc dans le prochain débriefing F1. C'est sur motorstv.com. Merci de votre fidélité, merci de votre passion. Merci Jean-Luc, à bientôt, ciao. Salut à tous.